qu'il m'avait demandé de faire au début, c'était volatilité, comment doper votre portefeuille malgré la volatilité, d'action, etc. J'ai trouvé que le sujet était assez compliqué. En une demi-heure, c'était impossible de développer un sujet aussi large. Donc je me suis choisi quelque chose de plus sexy. Comment trader les gaps, qui est un peu plus intéressant, puisque les gaps sont des trous de cotation à l'intérieur d'une seule séance, surtout à l'ouverture. Donc je pense que ce sujet-là, qui est proche de qui est dans le sein, dans le cœur de la volatilité, est une volatilité qui existe tout le temps. Et les gaps sur les actions, surtout, sont présentes tout le temps, sur toutes les actions, dans tous les pays du monde. Donc on va faire une séance rapide de 25-30 minutes, et puis qui sera suivie par 5 à 10 minutes de questions-réponses. Évidemment, 30 minutes, ce n'est pas suffisant pour couvrir un sujet aussi important. Donc, je suis banquier depuis 1974. En 2010, j'ai fondé ma propre société de formation. En 2012, j'ai été élu président de la FAT, l'Association française d'analyse technique. Le chapeau actuel, nous sommes le stand C10. Vous avez reçu le petit papier qui était sur votre siège. Visitez-nous. Et puis, je suis diplômé d'études bancaires, de psychologie et du diplôme d'analyse technique de CFTE. Une petite introduction, je ne veux pas trop vous ennuyer, mais oublions les formules mathématiques, parce que quand vous parlez à des gens de marché, ils vous sortent des formules très compliquées pour analyser la volatilité, volatilité historique, volatilité intrinsèque. Moi, je n'y connais rien en mathématiques, ni aux formules, ni au grec. Moi, je veux seulement prendre les outils que j'ai à ma disposition en tant qu'analyste technique. Donc, j'ai des outils qui s'appellent des oscillateurs, des indicateurs. J'ai les bandes de Bollinger, j'ai le RSI, j'ai le stochastique, qui me montrent à n'importe quel moment, dans toutes les unités de temps, où est-ce que j'en suis dans le cycle et comment est la volatilité. Donc il y a aussi une autre invention du célèbre Wells Wilder qui s'appelle l'ATR, qui s'appelle Average True Range, qui est très importante pour le trader et qui mesure l'amplitude moyenne des 14 périodes. On peut faire la période qu'on veut. Moi, j'utilise les 10, par exemple. Wilder a préconisé les 14. Sur toutes les stations d'analyse technique, vous trouvez l'ATR. Donc, utilisez et abusez de l'ATR. Donc, et qui montre d'un coup d'œil si la volatilité est excessive ou contenue. Je donne un exemple. Entre 2006 et 2010, l'euro-dollar avait un ATR moyen journalier de 140 à 150 pips. Ça veut dire 0, en décimale 0,0150. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on entend parler, les journalistes n'y connaissent rien. Ils parlent de volatilité quand il n'y en a pas, hein. Attention. De toute façon, il y a un tintamarre fou sur la volatilité. Moi, personnellement, je trouve que c'est une volatilité perçue. Il n'y a pas vraiment de volatilité aujourd'hui. Si on considère que l'ATR aujourd'hui de l'euro-dollar est à 80 pips, messieurs, dames. C'est-à-dire la moitié de ce qu'il était en 2006-2007. Donc il y a une volatilité perçue qu'on ressent, comme le froid et le chaud. Parfois il fait 15 degrés dehors, mais il y a tellement d'humidité qu'on le sent beaucoup moins que 15. On le sent 8. Donc faites attention au concept lui-même. Les journalistes n'y connaissent rien, surtout ceux qui écrivent dans les journaux généralistes. Il faut prendre des mesures et des journalistes haut de gamme qui écrivent dans des revues ou des journaux spécialisés. Et là, vous apercevrez correctement les choses. Alors, je vais prendre donc quelques exemples pour vous démontrer ce que je dis. Je prends ici BNP récent. Il a subi un downgrade de Standard & Poor's le 25 octobre et la séance s'est ouverte avec un gros gap que j'ai mis en gris là, si vous le voyez. Là. Ce gap-là. Donc, l'ATR qui est en bas, de 14 périodes, et ça c'est une période de 5 minutes, donc 14 périodes de 5 minutes, vous a montré l'envol de la volatilité, alors qu'elle était contenue ici. C'est envolé en même temps que le titre chutait terriblement en gapant. Et puis la volatilité a baissé avec le temps. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce phénomène-là, on ne pouvait pas le prévoir, parce que le downgrade, quasiment peut-être une dizaine de personnes étaient au courant du downgrade avant qu'il ne soit annoncé dans la presse. Mais celui qui est chanceux avait déjà vendu. Mais pourquoi il aurait vendu, je n'en sais rien. Ici, il n'y avait pas de signaux de vente. Alors que le signal de vente a été donné ici seulement. Donc si vous étiez chanceux, vous avez vendu avant
le gap, vous avez profité de tout ça. Donc, comment je traiterais ce gap-là? Si je voulais profiter d'un trou de cotation de 3, 4, 5%, j'achèterais les bougies qui étaient en train de se reconstruire ici et qui ont retraversé la vanne de Bollinger et qui ont été chercher le gap pour le clôturer. Et ils ont échoué. Donc c'était un signal d'achat ici, un signal de vente là. Ça c'est un premier exemple, comment on peut trader un gap. Maintenant, ce gap était impossible à trader. Il faut être vraiment Superman pour le trader. On pouvait attendre que la volatilité baisse, qu'on commence à baisser ici, et qu'on commence sérieusement à voir quelques signaux de vie. Et ici, il y a eu quelques signaux, puisqu'on a eu aussi une confirmation. Les cours ont été chercher la 20 des Bollinger, et il a continué à longer la 20 jusqu'à ces bougies négatives, échec sur le gap de retour. Un autre exemple, le 27 juillet, il y a eu des résultats qui ont déçu le marché, ou qui ont donné plutôt de l'espoir au marché, et il y avait une tendance qui était plutôt baissière, ça c'est en 30 minutes. Et puis, tout à coup, à l'ouverture, il fait un gap impressionnant avec une Maruboso, une bougie énorme, qui sort les Bollinger et qui lui rentre gentiment pour aller chercher la 20. Donc, ici, on ne pouvait pas le traiter, évidemment, mais on pouvait s'imaginer qu'à partir de ces moments-là où il y avait une décélération du mouvement haussier, qu'on pouvait prendre une position à découvert ici. Alors, je vous fais noter que lors de l'ouverture du gap, le titre cotait $202 et l'ATL lui-même, la volatilité moyenne journalière était de $1,47. Donc, sur la moyenne des 14 dernières périodes de 30 minutes, excusez-moi, il y avait une volatilité de $1,50 environ. Et puis la volatilité est exacerbée, on a plus que doublé lors de l'ouverture du gap et du rallye qui a suivi. Vous avez vu que c'est très important, comme c'est phénoménal comme volatilité ici. On continue. Pour revenir aux choses les plus académiques, qu'est-ce que ça veut dire un gap? C'est un trou, un écart, une brèche, ou les Japonais l'appellent le fenêtre, beaucoup plus joli. Les différentes définitions trouvées sur le web sont fausses. Il parle d'écart entre coups de clôture. C'est faux. C'est entre le plus haut et le plus bas. Ce n'est pas entre les coups de clôture. Faites attention. Sur le web, c'est beaucoup de choses qui sont fausses. Il est principalement dû à un choc informationnel et produit un écart ou une absence de cotation entre le bas d'une bougie ou d'un bar chart et le haut d'une autre et son inverse. Donc c'est le haut et le bas qui comptent, du moins quand il s'agit d'un gap occidental, parce qu'il y a un gap japonais, on va en parler. Le gap se produit autant à l'ouverture d'une séance qu'en cours de séance. Évidemment, 90% des gaps se produisent à l'ouverture. Parce que les annonces sont faites avant les séances, généralement, aux États-Unis, en Europe. Sur le Forex, qui est un marché en continu, les seuls et très rares gaps sont hebdomadaires. Entre les extrêmes d'un vendredi en clôture séance de New York et d'un lundi en ouverture séance de Tokyo. Les gaps et les fenêtres. Ici, sur ce graphique, je vous ai mis en vert les gaps occidentaux et les fenêtres qui sont les gaps japonais. Les occidentaux, c'est ceux qui prennent le plus haut et le plus bas d'une bougie. Ça, c'est un vrai gap occidental. La fenêtre, qui est japonaise, prend les extrêmes des corps, le plus bas d'un corps et le plus haut d'un corps. Mais nous, ici, on ne va pas parler des fenêtres japonaises, ce n'est pas notre propos, on va parler seulement des occidentaux. Donc, pour éliminer les incertitudes, les certitudes et les a priori, tous les gaps sont fermés. C'est faux. Il y a des gaps qui restent ouverts durant 5 ans. En réalité, ce gap reste durant 2 mois, etc. Comme le breakaway gap, qu'on appelle un gap de rupture. Quand un titre chute depuis 3-4 semaines, et puis tout à coup, il y a une nouvelle qui vient le réveiller, il y a un gap qui est ouvert de 2-3%, et ce gap-là s'appelle breakaway, ou rupture. Et à partir de ce moment, ce gap peut rester des années sans être clôturé. C'est celui-là qui est le plus dur à clôturer.